Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire, première émission de la saison 7. Mais l'Imaginoire, qu'est-ce que ça ? Eh bien, c'est une émission produite par l'association Résonance, soutenue financièrement par la CAF Drôme, et on les remercie. Mais surtout, c'est une émission pensée et réalisée par des gens touchés de près ou de loin par la déficience visuelle. Alors oui, de handicap, il en sera question tout au long de la saison. Mais si vous êtes prêts à changer de fréquence, attendez, n'ayez pas peur. Car oui, et ça sera dit aujourd'hui dans l'émission, pour un certain nombre d'entre nous, le handicap fait peur. Mais avant tout, cette émission parle de vous, de moi, de nous, en un mot, d'humanité. Je n'en dis pas plus et laisse la parole à... Moi c'est Florian. Bonne écoute. Je suis malade d'une rétinopathie pigmentaire. Belle rencontre. Quand j'ai commencé à perdre la vision, j'étais chauffeur, livreur, je travaillais avec les pharmacies, les hôpitaux. Je faisais environ 300-400 km par jour. Et c'est vrai que vers la fin, je commençais à avoir un peu de mal à lire des panneaux. Donc j'ai vu beaucoup d'ophtalmos pour essayer de savoir pourquoi je commençais à perdre la vue. Mais ayant travaillé dans l'optique, je savais qu'arrivé à 40 ans, on commençait à avoir la presbytie qui arrive. Donc je me suis dit c'est normal, je vais aller faire un bilan tout simple. Donc j'ai vu un ophtalmo sur l'île sur la Sorgue qui m'a fait des examens à plusieurs reprises et m'a dit qu'avec une opération de la cataracte pouvait régler mon problème. Voilà, fallait financer 1200 €. Et mes problèmes étaient résolus. Donc tout de suite, content, parce que ma vue avait quand même bien baissé. Je crois que j'étais à 6/10. Pas facile, donc je trouve les fonds un peu comme je peux. Ma famille, à ce moment-là, m'aidait. Et quand j'arrive au rendez-vous de l'anesthésiste, l'ophtalmo, devant mon épouse et ma mère, vient et me dit clairement, bon, écoutez... je vais être clair avec vous, ça fait 8 ans que je vous suis, je pense que vous êtes un menteur, je ne vais pas vous opérer parce que vous n'êtes pas malade, vous n'avez rien, j'ai bien lu votre dossier, donc je me suis retrouvé là, je ne savais plus quoi dire. C'est ma femme qui a pris le relais en disant mais qu'est-ce qu'on fait ? Et clairement elle a dit vous vous débrouillez. Pour moi vous êtes un menteur, vous vous débrouillez, donc j'étais perdu. Je me suis même mis à douter de moi en me disant je suis peut-être un menteur. Par chance, mon épouse à quelqu'un de sa famille qui est ophtalmo. Donc j'ai pris vite un rendez-vous avec elle. Elle m'a reçu 3 jours après. Quand je l'ai vue, elle a vu immédiatement qu'il y avait un problème au niveau de ma rétine. Elle n'a pas voulu en dire plus. Elle m'a envoyé, pareil, en urgence à Monticelli. Ils m'ont fait passer pas mal d'examens. Et le premier mot que le docteur Matonti, un excellent ophtalmo, m'a dit, c'est « Monsieur Vernet, vous n'êtes pas un menteur. Vous êtes malade, vous avez un problème visuel. Alors, on ne sait pas encore exactement ce que c'est. Mais pour savoir ce que j'avais, il fallait faire des tests génétiques. Donc, j'ai fait tests génétiques en urgence. Mais il faut savoir que les résultats, il faut compter 1 an. Donc, pendant 1 an, j'ai été, mauvais jeu de mots, mais dans le flou, à savoir ce que j'avais. Et quand j'ai eu les résultats, j'avais une rétinopathie pigmentaire. C'est ma rétine qui est en train de mourir. On ne peut rien faire pour l'arrêter. Et le résultat, c'est que je dois être dans la cécité totale demain, dans 1 mois, dans 1 an, je ne sais pas. À l'heure d'aujourd'hui, il ne me reste plus que mon œil gauche. Je suis à 1/20 de vision et j'ai 10% de champ visuel. Je me suis dépêché d'avoir un chien guide parce que je pensais à la vitesse à laquelle ça m'a agressé. Je pensais être dans le noir déjà bien plus tôt. Ce que je veux dire, c'est que voilà, cet ophtalmo n'a pas été professionnel avec moi, m'a laissé à l'abandon. J'ai eu la chance d'avoir une ophtalmo dans la famille, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui sont pas bien jugées et mis à l'écart. Et il faut beaucoup d'avis avant de laisser tomber les choses. Et si les gens vous disent qu'ils trouvent pas, ça veut pas dire que vous avez rien. Faut aller voir ailleurs. Donc voilà mon histoire. Ok. En tout cas, une partie. Une petite partie de mon histoire. Oui. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire et pour la suite de l'émission, je vous propose de partir à la rencontre de Christine, Marilyn, Patrick, Philippe et Frédéric. Réunis un après-midi dans les locaux de la SAMSA sur Avignon pour débattre de sujets qui leur tenaient à cœur. Et pour commencer, parlons d'emploi. Voilà, c'est un gros sujet depuis une grosse dizaine d'années pour moi. Voilà, c'est pas évident de se réinsérer professionnellement.
lorsqu'on est non-voyant, brutalement, qu'on ne s'y attendait pas dans la vie. Et donc du coup, cela veut dire réorientation professionnelle, voilà. Et quand on est dans un département où il n'y a pas de grosses agglomérations, voilà, je trouve que c'est difficile. Enfin, pour ma part, c'est pas évident. Bon, j'ai trouvé des solutions, mais c'est pas évident. Donc, gros sujet pour moi, l'emploi et l'accessibilité. C'est aussi un sujet du quotidien, puisque l'accessibilité, c'est beaucoup de choses. Mais c'est vraiment une préoccupation, enfin une problématique quotidienne quand on est déficient visuel, puisque l'accessibilité, voilà, c'est plein de sujets. Pourquoi c'est plus difficile ? Être aveugle, pour beaucoup de gens, c'est ne pouvoir plus rien faire. Donc, quand on parle d'emploi, les gens écarquillent les yeux, puis quand ils ont plusieurs candidatures et que bon, y a une personne aveugle qui postule, c'est un peu compliqué, on met de côté, quoi. Voilà, je veux dire par là que je pense que c'est parce qu'il y a une vraie méconnaissance des possibilités, des capacités des personnes aveugles, parce que de nos jours, on peut faire beaucoup de choses même si on est aveugle, voilà, avec les outils informatiques, la technologie, même en termes de déplacement, on a quand même beaucoup de capacités, mais il y a une méconnaissance, donc beaucoup de préjugés. Voilà, donc je pense que le problème numéro 1, c'est d'abord celui-ci. Après, deuxièmement, c'est que les structures qui nous accompagnent ne savent pas tellement vers où nous orienter, parce qu'elles-mêmes ne savent pas tellement quoi faire quand on est aveugle. Donc c'est à nous à trouver vers quoi s'orienter. Donc nous aussi, on s'auto-censure des fois un petit peu aussi. Troisièmement, c'est vrai que si on est dans une grosse agglomération, c'est quand même plus facile, parce que je pense que c'est plutôt les grosses entreprises qui sont ouvertes à l'emploi des travailleurs handicapés. Les solutions que j'ai trouvées, finalement, mon activité professionnelle, je me la suis construite moi-même. Voilà, je suis travailleur indépendante handicapée. Voilà, j'ai une entreprise, j'ai une activité professionnelle que je me suis créée. C'est moi qui cherche mes clients, qui réalise mes prestations, qui conçoit mes prestations, etc. Voilà. Moi, en tant que retraité, on parlait d'emploi, maintenant c'est plus compliqué, mais j'ai quand même eu un passé professionnel. J'ai perdu un œil, donc j'ai perdu la pellicule de mon appareil photo de l'œil droit, donc, à l'âge de 30 ans. Donc j'ai été reclassé dans une grande entreprise, j'ai déjà eu la chance d'être dans une grande entreprise, donc c'était très facile. Après ma vue a baissé, j'ai toujours été accompagné dans mon entreprise. Donc je pense aux autres qui ne sont peut-être pas accompagnés, comme dit Christine, la grosse difficulté, parce qu'on parle de non-voyants, de malvoyants, mais il faut penser à tout ce monde du handicap, les sourds, les malentendants, les personnes en fauteuil. Donc c'est vrai que c'est un problème de société. Un problème de société déjà parce que l'emploi, c'est de plus en plus difficile. La société va chercher de la facilité. Et quand on se trouve face à une personne qui a un problème, X ou Y, l'employeur va pas trop s'embêter, il a le choix. Donc il va mettre de côté peut-être une personne qui peut être très très compétente, qui a certainement un problème, un vrai problème, mais derrière ce problème, la personne, elle a une grosse volonté souvent. Les personnes qui sont handicapées, d'abord, ils veulent pas le faire voir, parce qu'on a un peu d'amour-propre. Comme on est, on est mis peut-être un peu de côté, alors j'en veux pas à cette société. En tant que personne en difficulté, c'est à nous de démontrer et de sensibiliser cette société que l'emploi, l'emploi il est pour tout le monde. Moi, une société qui se respecte, tout doit être accessible. C'est difficile, je suis peut-être utopique, je suis peut-être un grand rêveur, mais pour moi, c'est mon combat, ça. C'est rendre plus belle, plus juste cette société, voilà, tout simplement. C'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, en compagnie de Christine, Maréline, Patrick, Frédéric et Philippe, qui s'apprêtent à prendre la parole, toujours sur la thématique de l'emploi. J'ai quitté l'emploi depuis 12 ans, moi maintenant, mais c'est vrai que le problème était
pour moi, ça a été qu'on ne se rendait pas compte que finalement on avait beaucoup plus de difficultés sur certaines choses. Lorsqu'on perd la vue, même si on est malvoyant, on va plus lentement. Et plus lentement, ça nous demande des heures de plus. Et on nous demande la même chose à travailler. Le travail est toujours le même, c'est une habitude, c'est une routine. On ne remarque pas que de plus en plus on a des difficultés. Et là, c'est vraiment le gros du problème parce qu'on nous en demande trop. Les déficients visuels, comme tout handicapé, toujours, on est très volontaire, mais jusqu'à un certain point. Il faut que la société se rende compte qu'on ne peut pas tout faire et tout arriver, tout mener à bout. J'étais dans une grande société, moi aussi. On m'a apporté beaucoup de choses, on m'a aidé sur certains points, mais pas sur la quantité de travail. Mais c'est vrai qu'on m'a conservé mon emploi tout de même. Le médecin du travail m'a X fois dit « c'est tout à votre honneur, mais vous devriez vous arrêter ». Je ne voulais pas. Je ne me sentais pas rester à la maison, c'était pas possible. Ce que dit Philippe était très intéressant parce que moi je voudrais revenir, parce que bon, on est tous malvoyants et non-voyants, mais je voudrais quand même qu'on élargisse le débat sur l'accessibilité de l'emploi, et il n'y a pas que les non-voyants aussi. Mais moi j'ai eu le cas dans mon entreprise où il y avait un handicapé mental. Il n'avait pas de compagnon, léger, mais l'entreprise elle est normée, il y a des règles et tout ça, mais il manque à un moment le bon sens de l'humain. C'est pas écrit dans les textes ça, mais c'est l'être humain. Les collègues, c'est l'employeur aussi. Donc ça, c'est pas normé, ça, je veux pas l'écrire, ça. Et à un moment, un handicapé, il a besoin d'être aidé. Il a besoin d'être accompagné, d'avoir un tuteur. Voilà. Et c'est ça qui manque, tout ça. Les députés, les hommes de loi, ils pondent des lois, mais la loi, c'est une chose. L'appliquer, c'est autre chose. Parce que la preuve, la contrainte d'un employeur pour faire travailler quelqu'un, c'est l'amende. Je veux dire, il y a des entreprises qui préfèrent payer une amende que d'employer un handicapé. Parce que le handicap, il fait peur. C'est pour ça que le plus gros problème, c'est sensibiliser l'humain. Que chaque personne en elle-même puisse intégrer le problème de l'autre. Moi, je trouve qu'il y a quand même un écart, si je peux dire, entre ce que les grands groupes dont j'ai fait partie veulent faire paraître, veulent montrer aux médias, à la société et tout ça, et ce qui se passe dans la vraie vie. En fait, il y a une différence. Ce que l'entreprise veut faire paraître sur justement l'accessibilité aux personnes handicapées dans leur entreprise et tout ça, il y a une partie qui est médiatisée où tout est beau, tout est super. Une sorte de handicap washing. Voilà, et il y a la vraie vie. La vraie vie, moi j'en ai fait partie, c'est-à-dire que il y a cette notion de rentabilité maximale. Tant que tu peux tenir l'objectif qu'on te donne, c'est bien. Le jour où tu peux plus, tu t'arrêtes et point, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la partie financière, elle est tellement importante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Voilà. Il faut arrêter de faire de la réclame, il faut vraiment passer dans la vraie vie. Et pour l'instant, on n'y est pas encore. Il y a eu beaucoup de progrès. Il y a des efforts de fait. Il y a eu des efforts de fait, ça on ne peut pas le nier. Les lois de 95, de 2005, de 2012. Mais ça reste des lois. Et la vie, elle n'a pas encore changé. Pas assez vite. Pas assez vite. Débat autour de l'emploi des personnes en situation de handicap ou débat autour de l'emploi tout court. On vous laisse y réfléchir. En tout cas, vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire. Et on continue, si vous le voulez bien, en abordant quelque chose qui nous touche tous également. Je veux parler de l'accessibilité au numérique. Et je laisse la parole à Christine. L'accessibilité numérique, c'est un sujet sur lequel je travaille parce que c'est aussi grâce à l'accessibilité numérique qu'on aura plus de possibilités d'emploi. Nous, les personnes déficientes visuelles, une accessibilité numérique, on la rencontre au quotidien et du coup on est bloqué, limité, etc. Mais ce que je veux dire là, je parle par exemple des sites web sur lesquels on va pour nos besoins personnels ou professionnels, mais je parle également des logiciels métiers. Et là, c'est pire, parce que si vous voulez, les logiciels métiers, c'est bien ceux qui sont utilisés dans les entreprises pour son quotidien de travail.
Voilà, moi j'avais repris, avant de créer mon activité indépendante, j'avais repris des études dans les ressources humaines. Il y a quand même plusieurs métiers dans les ressources humaines et les salaires, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que les logiciels de paie, bien souvent, ou les logiciels SAP, etc., ils sont bien souvent inaccessibles, pas compatibles avec les lecteurs d'écran. Vous vous présentez à un poste de travail, vous n'êtes pas sûr au départ de pouvoir utiliser le logiciel, alors que vous avez toutes les capacités intellectuelles, sauf qu'il n'est pas conçu de manière à ce qu'il soit compatible avec vos propres outils. Donc comment voulez-vous, un employeur, déjà, si vous recrute, vous n'êtes pas tout de suite opérationnel, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne, qui rajoute des scripts dans le logiciel métier. Donc je veux dire, l'accessibilité numérique, quand elle sera réelle, et sur les sites web, et sur les logiciels métiers, et surtout tout ça, et c'est une obligation pour tout ce qui est service public, notamment, mais aussi pour les grosses entreprises, c'est une obligation. Quand ça sera réel, eh bien ce sera des portes ouvertes supplémentaires pour les personnes déficientes visuelles en emploi. Pour confirmer ce que disent les collègues, c'est vrai qu'il y a un écart entre les obligations liées à des lois plus ou moins récentes, parfois la non-application de ces lois en toute impunité, j'allais dire. Comme disait tout à l'heure Patrick, il y a des lois, mais après ce qu'il manque dans l'application, et Frédéric en a fait les frais, c'est l'esprit de la loi. C'est-à-dire que oui, on va proposer un reclassement à la personne comme la loi nous y impose, mais en fait la personne on s'en fiche, on lui propose un truc qu'on sait très bien qu'elle n'acceptera pas. On a fait le minimum légal, et tant pis pour l'humain. Et pour une note positive, moi je peux parler de l'accès au théâtre, par exemple, où j'ai testé l'été dernier d'aller au Festival d'Avignon toute seule, ce que je ne m'autorisais plus vraiment. Et j'ai constaté que de nombreux théâtres ont du personnel d'accueil des personnes en situation de handicap. Une fois que j'ai eu payé ma place, j'ai demandé si la pièce était sombre, en précisant que j'étais malvoyante pour savoir comment j'allais faire pour m'installer. Et à ma grande surprise, dans au moins 4 ou 5 théâtres dans lesquels je voulais aller, ça s'est passé de la même manière. Il y a du personnel qui est prévu pour accueillir et installer, là où elles le souhaitent, les personnes en situation de handicap. Donc pour moi, c'était une expérience très positive. Bon, après, sur un des théâtres, je me souviens qu'il y avait personne pour la sortie. Mais voilà, et je l'ai testé aussi récemment dans un week-end ski avec des copains. Donc bien sûr, je ne skie plus. Mais je suis du coup allée au centre bien-être, piscine, spa, etc. Donc j'étais un peu embêtée d'y aller toute seule, mais quand j'ai précisé à la personne à l'accueil que j'étais malvoyante et lui demandé comment ça s'organise un peu l'espace, il y a quoi ici, enfin, elle me dit attendez, j'appelle une personne, tout de suite quelqu'un est arrivé, a pris au moins un quart d'heure pour me faire tout visiter, tout m'expliquer, et à ma grande surprise, tout était de plein pied, c'est-à-dire que de l'accueil jusqu'au bord de tous les bassins, il n'y avait pas une seule marche nulle part. Donc c'était hyper adapté, hyper sécure. Et voilà, la personne a pris le temps pour moi et m'a dit qu'à tout moment, je venais la revoir. Et voilà, donc c'était très très positif comme expérience. J'en ai tiré la conclusion qu'on est face à nos croyances limitantes aussi. Donc il y a effectivement des dangers dans beaucoup d'endroits et ça nous demande d'être beaucoup plus vigilants. Et en même temps, parfois, on peut se mettre des limites, c'est ce que j'ai fait aussi, d'accès à des lieux qui pourtant sont, pour le coup, adaptés pour nous. Et on n'ose pas y aller. Voilà.
bien, débat faisant, l'émission touche bientôt à sa fin. Alors on va retrouver l'équipe une dernière fois. Et il va être question de changer d'habitude, d'un défilé de cannes blanches, et pour commencer de Disneyland. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, retour au débat. Alors moi j'ai une petite expérience pour rebondir sur le sujet, c'est Disneyland. Alors Disneyland, allez-y, parce qu'alors là, les personnes en situation de handicap sont les rois. C'est-à-dire qu'il suffit de faire la carte en entrant à l'accueil, tac, c'est placé à l'avant, enfin, c'est vraiment, il y a, voilà, pour rebondir sur ce que tu disais, des lieux comme ça où c'est du coup adapté, et très bien adapté, et vraiment là on sent qu'il y a des efforts de fait, que même au niveau des restaurants, il y a un passage prioritaire pour les personnes porteurs de cette carte du coup. Et dans les aéroports, quand on en fait la demande en réservant les billets d'avion, pareil, il y a une personne qui vous accompagne de l'entrée de l'aéroport à la sortie. Il y a quand même aujourd'hui des efforts de fait, je pense, sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Quand même, les mentalités changent autour du handicap, je pense. C'est vrai que Philippe parlait tout à l'heure d'incivilité, mais de l'automobiliste qui va se garer sur le trottoir parce qu'il a une petite course à faire très rapidement, etc. Et je pense que c'est les personnes qui sont dans leur quotidien et ne voient que leur intérêt parce qu'elles sont pressées, et pour beaucoup, il n'y a pas de mauvaise foi ou de mauvaise volonté, mais c'est effectivement qu'elles ne sont pas sensibilisées en fait à notre problématique ou à toutes les problématiques du handicap. Hein. Ça veut dire qu'il faut qu'elles changent quelques habitudes, et changer des habitudes, ça prend beaucoup de temps. Voilà. En fait, c'est parce qu'elles sont dans des habitudes de fonctionnement et que cette prise en compte des autres, et notamment des personnes en situation de handicap, demande de changer des habitudes. C'est vrai que pour nous, c'est facile, malgré tout, de descendre du trottoir, de contourner la voiture, de remonter. Pour un fauteuil roulant, ou même simplement une maman avec une poussette, c'est pas pareil. Par contre, il y a beaucoup de gens, maintenant, on nous demande si on a besoin d'aide. Oui, très facilement. Maintenant, je trouve qu'il y a eu beaucoup de progrès là-dessus. On devrait faire des défilés de cannes blanches. Pour avoir voyagé il y a très peu de temps au Cap-Vert, au mois de février, mais c'est la canne blanche, je me suis rendu compte aussi là que c'était, il n'y a pas de barrière de la langue là. Tout le monde comprend. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait dans cet hôtel, pour vous donner une idée, il y avait 1000 chambres, donc capacité de l'hôtel 3000 personnes, donc il y a toutes les nationalités possibles et imaginables. Et la canne blanche, tout le monde comprend ce que c'est. Langage universel. C'est le langage universel, effectivement. Et du coup, n'importe où, au restaurant, n'importe où, les gens... moi je suis pas fort en langue par contre, mais j'ai plein de gens qui m'ont demandé dans tout un tas de langues si j'avais besoin d'aide, voilà, donc cet objet, alors c'est sûr il faut l'accepter, mais il est universel, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et c'est un passe-droit. Voilà, dans tout un tas de pays, ils sont sensibilisés aussi et ils viennent en aide justement aux personnes déficientes visuelles. Dans un monde qui ne se parle plus, la canne est un bel objet de communication. Quel final. On voit qu'il écrit des livres. Voilà, vous étiez à l'écoute de l'Imaginoire et on vous en remercie. L'Imaginoire revient donc sur les ondes pour une nouvelle saison radiophonique. L'Imaginoire est une émission réalisée en étroite collaboration avec des personnes, leurs familles, les aidants, les associations concernées, touchées par la déficience visuelle. Alors si vous vous sentez concerné, de près ou de loin, rejoignez l'équipe et faisons ensemble. Contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org. Vous pouvez également nous retrouver via nos réseaux sociaux, Facebook ou YouTube, et sur Instagram, trouvez-nous à l'Imaginoire-8 Radio. Vous pouvez également réécouter tous nos podcasts via Deezer, Spotify, j'en passe, et des meilleurs. L'Imaginoire est un projet soutenu par la CAF Drôme et produite par l'association Résonance. À bientôt pour une nouvelle émission.